Merci à tous, en présentiel à Paris, en distanciel via Zoom, d'être avec nous aujourd'hui pour cette troisième conférence de l'année de la commission digitale du CIAN, qui traite alors d'un sujet qu'on avait un peu effleuré l'an dernier. Pour ceux qui étaient là en décembre, on avait fait une, euh, une conférence sur l'éducation en Afrique et le numérique. Alors ça qui est plutôt orienté sur l'enseignement supérieur. Donc là, on a élargi un peu le champ et le spectre, puisqu'on va parler de l'analphabétisme numérique en Afrique. Donc, on est sur aussi des populations beaucoup plus larges. Et bien sûr, de ce que c'est, on va en reparler dans un instant, et de comment réduire cet analphabétisme. Alors, pour nous accompagner ce soir et répondre à nos différentes questions, on a un tour de table avec cinq intervenants. Donc, pourquoi cinq? Non, quatre intervenants, parce que je me compte dedans, donc je ne voyais pas le cinquième. Donc, quatre intervenants. Alors, deux qui sont avec moi à Paris au siège du CIAN, un qui est en distanciel, et puis on a une intervenante qui, malheureusement, alors on a des problèmes d'aéroport, c'est retrouvé coincé dans un aéroport, et elle nous a fait des petites vidéos. Donc, on passera les vidéos. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ça, on n'arrête pas le progrès. Bon, on espère que ça marche. En tout cas, Virgile nous a aidé à reconfigurer les vidéos et on croise les doigts. Donc, si je fais par ordre alphabétique, parce que je préfère faire comme ça, alors un peu à distance et aussi problème d'aéroport, puisqu'il y a eu une annulation de vol hier soir, sinon il a arrêté avec nous. Il y a Kofi Fabrice Jossou, qui est expert principal chargé d'innovation à la Banque ouest-africaine de développement. Kofi, vous nous entendez? Très bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bien voilà, en plus on Voilà. vous voit, c'est parfait. Donc malheureusement, voilà, problème d'aéroport, le vol raté, vous en êtes avec nous, mais l'essentiel c'est aussi de pouvoir échanger. Nous avons, alors je disais alphabétique, mais c'est pas alphabétique, Thierry Barbeau, qui est de l'école 42, vous êtes responsable, enfin plus on se connaît, hein, responsable de l'Afrique, développement Afrique et puis émergent. Nous avons Henri Monceau, qui lui, alors pas à l'avion, il est venu en train. Et là ça a marché, donc voilà, je ne sais pas s'il y a un message, hein. Généralement, ça. Et Mire Billon-Carbone, bravo, qui est donc de l'OIF, représentant permanent à l'ONU et chef de file pour la gouvernance du numérique et pour l'IA. Ah, bah, d'ailleurs, notre prochaine conférence en décembre est sur l'IA en Afrique, donc vous allez prendre un abonnement ici, je pense. Je découvre ça. Et puis malheureusement, alors pas avec nous en présentiel, mais ça sera un lien distanciel en version vidéo. Nous avons Matina Raza Fiamaefa, qui est CEO de Sana, qui est une start-up bien établie malgache, qui a répondu, donc il y a eu un changement de programme à la dernière minute et nous a fait la réponse à ces questions, je crois, hier soir ou ce matin dans un aéroport. On a dû un peu réétalonner le son parce que ce n'était pas idéal, mais ça nous permettra d'avoir aussi son retour. Ce que je vous propose, et puis je rappelle les règles, on discute environ trois quarts d'heure, 50 minutes, et puis après on a un petit temps de questions-réponses. Alors pour les gens dans la salle, c'est facile, il suffit de lever la main. Pour les autres qui sont à distance, alors pas dans la version sur YouTube après, parce que ça ne marchera plus, mais ceux qui sont à distance en direct, posez des questions dans la partie questions-réponses, Q&R, et puis Virgile, s'il y en a, nous les transmettra ou les censurera, je ne sais pas, ça dépend de la nature des questions. On sait faire ça, nous. Pour commencer, je vais faire un petit peu un état de l'art et vous demander un peu pour vous, en fonction alors de vos régions, de ce que vous connaissez, quel est un peu l'état de l'art de l'analphabétisme numérique en Afrique. Déjà, de quoi parle-t-on? Je pense que c'est bien aussi de redonner une petite définition, et de voir si vous êtes tous d'accord avec cette définition. Quelle est la situation actuelle? Est-ce que c'est un vrai fléau, un vrai sujet? Et au-delà de dire, bon, bah, plein de gens ne savent pas utiliser les outils numériques, est-ce que finalement c'est si grave que ça? Chut, premier rang. Est-ce que finalement c'est si grave que ça? Henri, peut-être? Oui, Ah, bon. bon, On ne fera pas tout le temps dans le même ordre, hein, donc on non, fait des non. surprises. Alors d'abord, analphabétisme, c'est pas forcément le terme que j'emploierais, parce que déjà, ça suppose qu'il y ait un accès possible euh, à l'écriture dans le cas de l'alphabétisation. Alors oui, il y a pas mal de possibilités de s'éduquer au numérique, y compris quand il n'y a pas de connexion et y compris quand les outils ne sont pas là. Mais enfin, on voit bien qu'on renvoie ici à une problématique qui est beaucoup plus structurelle que ça, hein, parce que si vous avez en tête la manière dont Internet, c'est un mot qu'on emploie de moins en moins, mais enfin qui est quand même la base du réseau, dont Internet s'est construit. Et si vous voyez où se trouvent les 14 serveurs racines, enfin 13 plus 1, où se trouvent les premiers réseaux de câbles, eh bien on comprend rapidement que, évidemment, entre l'accès
au numérique ou à ce qu'on appelait à l'époque les technologies de l'information et de la communication, au nord et au sud, il y a une différence énorme. Et il faut quand même partir de là. Et on reste largement lié à cette différence dans la connectivité. Le fait de s'impliquer dans le numérique et de le maîtriser, encore une fois, n'est pas uniquement une question de connectivité, hein. J'insiste beaucoup Mm. sur ce point-là parce que dans les discours officiels, dans les discours politiques, y compris celui des organisations internationales, on résume souvent la question de l'inclusion numérique à celle de la connectivité, donc de l'accès à l'infrastructure. Et justement, il y a un enjeu fort, et c'est pour ça que ce débat vient à point, pour rappeler que ce qui est fondamental, évidemment, c'est de maîtriser les outils numériques de différentes manières. Alors, ça peut être la maîtrise simplement d'un téléphone intelligent pour pouvoir faire un peu de vente à distance ou pour pouvoir tout simplement télécharger tel ou tel document, jusqu'à en effet être capable de développer, de créer, de lancer de nouvelles solutions. Et c'est là, bien sûr, où il y a un enjeu. Je ne vais pas entrer dans les chiffres et je ne vais pas être plus long maintenant. Je vais laisser parler les collègues. Mais rappelons-nous simplement qu'aujourd'hui, en termes d'accès au numérique, l'Union internationale des télécommunications estime qu'il y a toujours un tiers de la population mondiale qui n'a pas du tout accès au numérique, hein. Donc ça reste très important, même si le développement de la connectivité est constant et très fort, et s'est renforcé encore d'ailleurs depuis la Covid, mais malgré cela, un tiers de l'humanité n'a pas accès au numérique. Donc c'est un enjeu qu'il faut garder en tête, et c'est pourquoi il est très important, en effet, d'aller de plus en plus vers la mise en capacité des personnes. Il y a plein de solutions qui existent, il y en a quelques-unes autour de la table ici, on pourra en parler. Euh, Oui, un ordre de grandeur, c'est compliqué d'avoir des chiffres sur cette question. On estime que l'alphabétisme numérique en France est autour de 20%. Donc, même dans des pays comme la France, on n'est pas à 100% d'alphabet, si j'ose dire, numérique, hein. Et à la fois pour des raisons soit d'accès, parce qu'il y a encore des zones blanches, soit aussi des gens, dont certains qui ont peur d'utiliser ce genre d'outils. Bah, oui, si je puis me permettre, juste Oui, une réflexion sur ce plan-là. Pourquoi c'est tellement important l'inclusion et l'alphabétisation numérique? Bah, précisément parce que nous avons le sentiment en Europe, particulièrement en Europe d'ailleurs, hein, parce que nous sommes plus connectés encore qu'en Amérique du Nord, nous avons le sentiment du coup d'être, si je puis dire, du bon côté du manche numérique. oui. Sauf qu'en réalité, si vous regardez en termes de valorisation de l'économie numérique, ce que fait l'Europe, nous restons des nains. Et la raison en est que il y a une infrastructure qui s'est développée très très vite. Il y a eu cette volonté de participer à cette révolution, à cette transformation numérique, mais parallèlement, on n'a pas eu ce réflexe, disons, de former largement les acteurs au numérique et donc d'avoir un vivier aujourd'hui de transformateurs numériques, de personnes qui travaillent. Alors, l'école 42, c'est génial, elle est récente à l'échelle de l'histoire du développement d'Internet et du numérique. Et la plupart des solutions de ce type-là, c'est-à-dire un peu novatrices et qui plaident pour une approche qui sorte quelque part des murs habituels, eh bien, on voit qu'on reste encore assez au début de tout cela. Et entre-temps, il y a déjà pas mal de batailles numériques qui se sont déroulées dans lesquelles nous n'avons pas brillé, faute de combattants et faute de solutions. Et c'est peut-être, alors moi je dis de manière un peu provocante à mes amis africains, Kofi le sait bien, que c'est peut-être la chance de l'Afrique,
aujourd'hui d'avoir ce décalage dans la connectivité pour pouvoir passer, faire les choses dans le bon ordre et pour pouvoir mettre l'accent et le paquet aujourd'hui sur les compétences et sur la possibilité de développer la demande, l'offre, pardon, et pas seulement la demande. Tout à fait. Bah, peut-être passer la parole à Kofi. Je sais que ce sujet est très sensible pour vous et très important, et que ce n'est pas que de la connectivité. Votre vision, vous, de l'état de l'art, si j'ose dire, de l'alphabétisme en Afrique et notamment dans la région où vous travaillez? Merci déjà pour cette opportunité d'échange. Je voudrais d'abord voir au niveau du terme alphabétisme. Oui. Alphabétisme, absence, je parlerai de manière plus classique, absence de compétence ou de compréhension. Mais maintenant, quand je le couple à, aux technologies numériques et au numérique, je parlerai ici d'absence de compétences liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Monceau a pointé un élément essentiel. Quand nous parlons de fracture numérique, en général, on l'associe à l'accessibilité ou à l'accès à Internet. Mais dans le fond, quand je prends ma région, une zone de près de 130 millions d'habitants, la zone UEMOA, 8 pays, dont 3 enclavés, le Bénin, le Burkina, le Niger et le Mali, 3 pays enclavés, des populations vulnérables. Alors, la question ici, c'est de dire, très bien, on a au niveau de l'Afrique un certain nombre de câbles sous-marins qui maillent le continent, qui maillent la région, surtout les pays côtiers, et il y a des points d'atterrissement. Mais nous ne devons pas seulement regarder la fracture numérique en termes d'accès à l'Internet, mais au niveau surtout des usages, parce que c'est au niveau des usages que la complexité se présente. Et à ce niveau-là, l'inégalité se présente dans le sens où, contrairement au premier facteur relativement à l'accès, qui est beaucoup plus relatif à un certain nombre d'informations démographiques, je veux parler des inégalités, je veux parler des inégalités sociales, je veux parler de l'âge, du genre, du niveau d'instruction. Le deuxième élément fondamental pour aller dans le sens de Monsieur Henry, c'est dire, mais une fois que nous franchissons disons, la barrière de l'accès, la question de l'inégalité va se poser différemment dans le sens où ceci est lié à, aux questions de l'usage qui deviennent encore plus complexes. L'inégale répartition des ressources cognitives, je vais parler ici des compétences numériques, des ressources sociales et, disons, du réseau d'information dans lequel nous allons évoluer. Donc, oui, la question se pose en termes de savoir comment nous allons répondre à ces défis-là, surtout que la révolution numérique transforme de plus en plus notre monde et ouvre de nouvelles opportunités, des possibilités. Des services élémentaires, on l'a vu avec la COVID-19, deviennent des services électroniques et de plus en plus d'apprentissages se font en ligne. Alors, sans apporter une réponse à l'électrisme, je pense que les opportunités du monde numérique, du monde digital deviendront bien entendu des obstacles parce que beaucoup se trouveront en dehors du monde de l'écosystème de la connaissance et se sentiront marginalisés parce que le fossé va se creuser, les difficultés vont persister et cette fracture numérique risque de s'accroître et de marginaliser davantage des personnes. Donc, idéalement, c'est de définir des modèles qui intègrent d'insister d'abord sur les défis, les possibilités, le besoin de repenser même, je parlerai de la réponse de l'alphabétisation dans les sociétés numériques. Tout à fait. En tout cas, je pense que le mot est important usage, hein. C'est clair que c'est pas qu'une question de connectivité, qu'il y a aussi tout cet accès au savoir, les compétences et le savoir utiliser, c'est le numérique. Thierry, ta vision, et peut-être en deux mots, parce que bon, je pense que l'OIF on connaît, la BOAD aussi, peut-être deux mots aussi sur l'école 42.
Ouais, avec plaisir. Merci, merci beaucoup pour cette invitation. L'école 42, elle a été créée en 2013 par Xavier Niel pour rendre accessible la formation au langage informatique et au Mm. code, bah, qui permet de créer les algorithmes d'un petit peu de tout cet écosystème informatique et numérique qui a envahi la planète et qui constitue cette troisième ou quatrième révolution industrielle selon la manière dont on l'aperçoit. Il a créé cette école donc à Paris pour permettre à n'importe qui de s'inscrire à partir du moment où on a 18 ans et de suivre un cursus en peer learning, c'est-à-dire que vous allez apprendre le code avec un système un peu gamifié, un petit peu comme un jeu, où vous allez pouvoir monter de niveau en niveau, et à partir du deuxième niveau, vous allez devenir aussi le professeur de ceux qui sont au premier niveau. C'est-à-dire que ça se passe en présentiel, jamais en remote. On vient dans le campus, on apprend le code par soi-même, on travaille en mode collaboratif, ouvert aux autres, et on progresse ainsi de niveau en niveau pour atteindre un niveau bachelor et master si ensuite on suit une spécialisation. Tous les campus, puisque maintenant bah, le campus 42 de Paris a fait des petits, il y a 54 campus maintenant dans 31 pays, dont certains en Afrique. Donc, il y en a plutôt pas beaucoup en Afrique, il y en a 5 actuellement. Quel pays? Maroc, Angola et Madagascar. Et je pense qu'il va y en avoir vite beaucoup d'autres, puisque les campus qui s'installent dans les capitales font ensuite des petits dans les autres villes. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est inclusif, accessible à tous, sans diplôme et 100% gratuit. Donc, c'est complètement sponsorisé par des partenaires. On parlera peut-être du modèle tout à Ouais, l'heure dans la solution, parce que... Et bien alors toi, sûr. ta vision de Alors, l'analphabétisme, Déjà, l'apprendre je quoi. pense que dans les très grands défis dans le monde et bien évidemment particulièrement en Afrique, bah, il y a l'accès à la santé, à l'eau, à l'énergie, se nourrir, l'économie et bien sûr l'éducation. L'éducation, elle revient tout le temps, ça reste un des piliers du développement du continent, de manière très hétérogène selon les pays, bien sûr, et les régions. Donc, savoir lire, accéder à l'éducation et ensuite accéder à ce qu'on appelle et lutter contre l'électronisme, c'est-à-dire accéder au savoir-faire numérique. Comme le numérique aujourd'hui, quelque part, est récent, aussi avec l'arrivée de l'Internet et de l'informatique, hein, on ne parle pas d'un siècle, on parle de quelques dizaines d'années. Maintenant, nous, on vit tous avec. Euh, Croissance démographique incroyable, une vraie révolution digitale, et tu viens de sortir un livre sur le sujet avec 4.0, l'Afrique numérique. C'est quoi la pub? On voit que tous les secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire l'agriculture, l'énergie, la démographie, bien sûr, l'éducation, ce qu'on appelle aussi les thématiques des villes durables, mais aussi le transport, l'aviation, toutes les thématiques sont touchées par le numérique et les nouvelles technologies. Donc, lutter contre l'électronisme ou l'analphabétisme numérique, bah, c'est trouver des solutions concrètes. 42 y participent à son échelle le plus possible, mais c'est vraiment de prendre ce virage des nouvelles technologies qui va agir en levier de toutes les thématiques que j'ai évoquées et qui va permettre à l'Afrique bah, de prendre sa part du marché et de pouvoir faire ce virage numérique. Et là aussi, je vois un petit peu ce que tu évoquais en introduction, le danger de prendre correctement ce virage ou de quelque part un peu rater ce virage. On parle souvent de 600 millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité ou à l'énergie. Là, vraiment, on a ce virage à prendre sur l'information et l'accès à l'éducation autour du numérique pour prendre le virage de ce développement économique mondial et le réussir. Bah, c'est ce qu'on va Gros voir. enjeu. C'est ce qu'on va voir. Peut-être qu'on peut passer la vidéo de Matina et voir quelle était sa réponse. On prend dans d'autres temps les prochaines fois. Ça. Et bonjour, je suis Matina Razafi Maefa, la cofondatrice et CEO de Saina, et je suis ravie de me joindre à vous en distanciel aujourd'hui. Alors, quel est l'état de l'art de l'analphabétisme numérique en Afrique? Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette question. L'analphabétisme numérique en Afrique, aujourd'hui, c'est un défi majeur avec une grande partie de la population qui est incapable d'utiliser les technologies de base comme l'Internet, les smartphones, les ordinateurs. Aujourd'hui, c'est important d'être d'accord sur la définition de l'analphabétisme numérique comme cette incapacité à accéder à l'information, mais également aux opportunités numériques, ce qui freine l'inclusion sociale et économique. En Afrique, aujourd'hui, les infrastructures restent limitées, notamment dans les zones rurales.
où l'accès à l'Internet est coûteux et souvent indisponible. Donc les impacts sont vastes sur le plan économique, ça limite les opportunités d'emploi, mais ça freine également l'innovation, puisque l'innovation, du coup, commence à avoir des frontières, alors que normalement l'innovation n'a pas de frontières. Et socialement, cela creuse les inégalités et culturellement, d'un point de vue culturel, ça empêche la diffusion et la préservation des savoirs locaux. Ce qui est important aujourd'hui pour les peuples africains, c'est de connaître leur histoire, de connaître leur culture et de transmettre cela. Et le numérique peut être un levier majeur. Donc, l'analphabétisme numérique empêche ce développement culturel. Pour y remédier, des efforts coordonnés entre gouvernements, start-up, ONG et acteurs de l'éducation sont essentiels. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on s'efforce à faire avec Seina à travers nos différents programmes. Mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà pour moi ma première réponse. Voilà, c'est bien fait, finalement. Et je pense que c'est coordonné avec ce qu'on s'est dit. Et bien justement, je vous assure, c'était pas prévu. J'utilise sa réponse pour enchaîner sur la seconde partie et peut-être demander à Kofi. Voilà, Mathilda disait qu'il y a plusieurs acteurs qui sont embarqués dans ce challenge, dans ce défi de lutte contre l'électronisme. Vu de la BOAD, déjà, est-ce que la BOAD fait partie de ces acteurs? Pour poser la question. Et je pense que si oui, vous ne le faites pas tout seul, donc quels sont pour vous les acteurs importants? Les États, les startups, comme l'a cité Matina, les ONG, les entreprises. Quels sont les acteurs pour mener ce combat si important? Merci pour cette préoccupation. D'abord, au niveau de la BOAD, nous avons signé un accord cadre avec l'Organisation internationale de la francophonie en vue de faire passer à l'échelle le programme Déclic qui a fait ses preuves dans nos régions, surtout au Niger, en Côte d'Ivoire. Je parle bien entendu de la zone UEMOA et bien entendu l'objectif étant de faire passer le programme Déclic qui était initié par l'OIF à l'échelle en vue de la création d'un fonds de véhicule qui sera bien entendu outillé par d'autres partenaires intéressés en vue de répondre à ces questions de l'électrisme dans le domaine du numérique. Ceci étant, la BOAD et l'OIF sont des organisations qui reconnaissent l'importance du numérique pour booster le développement socio-économique de nos régions. Mais il faut d'abord penser aux États et qui sont des partenaires indispensables dans le cadre de la définition des politiques publiques, parce que les politiques publiques sont indispensables pour l'adoption du numérique par nos États. Voilà un peu ce que je pourrais apporter très brièvement. Les États, les premiers acteurs, bien entendu nos organisations qui ont un mandat de développement socio-économique, l'OIF avec qui nous partageons euh, un certain nombre de réalités opérationnelles, notamment notre stratégie Joliba et la stratégie de la francophonie numérique. Et bien entendu, sans oublier l'écosystème de l'entrepreneuriat, notamment les startups, pour une région UEMOA qui affiche un fort taux entrepreneurial, mais en matière d'innovation se retrouve au bas de l'échelle. Il est important pour pour nos organisations de réfléchir à développer les outils pour renforcer les compétences et rapprocher, réduire le gap entre entrepreneuriat et innovation et booster notre région vers les réalités opérationnelles pour que nos populations utilisent le numérique pour répondre à leurs défis socio-économiques. Ainsi que Kofi, je vais en profiter pour rebondir. C'est quoi Déclic? Déjà, parce que Alors peut-être que oui, tout le monde ne connaît pas. Et c'est un Déclic, exemple concret. oui, Déclic, c'est un exemple concret dans la mesure où il s'agissait justement de tenter d'inverser une tendance par rapport à l'action publique et au débat public. Et je reviendrai sur cet enjeu de façon plus globale, mais quand même dire un mot de Déclic. C'est un programme qui a donc été créé en
en 2020-2021. Bon, c'était en pleine période de la Covid, donc l'opérationnalisation a commencé en 2021 et qui a consisté sur base d'une cartographie des besoins de formation numérique à proposer une offre qui est assez originale, je pense, dans la mesure où, d'une part, elle est opérée par des acteurs locaux, donc ce sont des opérateurs locaux. Matina, que l'on a vu, Saina, a été un des tout premiers, aujourd'hui a bien grandi, du fait notamment du programme, mais pas seulement. Et donc l'idée a été de se dire, on peut trouver des ressources locales qui forment, qui donnent accès à des jeunes sur une série de curricula qui ne sont pas présents encore. Alors ça peut être variable et différent selon les pays. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de pays qui sont opérés. Il y a plus de 60 curricula, je crois, mais je regarde quand même dans la salle parce que le premier patron du programme Déclic est là, Stéphane, qui a concrètement mis les choses en place. Donc, je pense une soixantaine de parcours de formation différents. Et ce sont des formations assez courtes, hein, qui varient de 3 à 9 mois à peu près, mais qui donnent une qualification très concrète, très précise, et qui sont basées sur une stratégie d'impact. Stratégie d'impact avec des critères très clairs, très concrets. Par exemple, un critère de parité femmes-hommes. Alors, ça a l'air d'aller de soi, sauf qu'évidemment, c'est faire face à beaucoup de résistance encore dans des tas de cas et mettre en place des dispositifs spécifiques selon le pays, voire la région où on se trouve. D'autres critères sont en jeu. Mais en gros, c'est de cela dont il s'agit. Et ma surprise, je dois bien dire, lorsque on a commencé à développer Déclic, a été de constater, parce que ça coule de source, c'est quelque chose d'assez simple, que l'offre était extrêmement limitée, qu'il y avait très très peu d'initiatives. Et là, si vous voulez bien, je reviens à la question de la prise de conscience publique de l'enjeu, qui pour moi est encore totalement insuffisante. Et derrière le mot public, je mets deux choses. Je mets bien sûr les autorités nationales, régionales, internationales, mais je mets aussi le grand public, le fait de mesurer qu'il ne suffit pas d'avoir un téléphone intelligent pour en utiliser toutes les possibilités, qu'il ne suffit pas d'avoir un ordinateur pour bien l'exploiter, et que donc cet enjeu de la littératie ou de la lutte contre l'électronisme est fondamental. C'est un débat qui vient à nouveau de me frapper ces derniers mois. Vous savez peut-être il y a 48 heures, dimanche, a été adopté le Pacte numérique mondial, qui est le premier texte à l'échelle de l'ensemble des Nations Unies qui tente d'avoir une vision intégrée de toutes les problématiques liées au numérique. Hein. Premier texte parapluie, je dirais. Il y en a d'autres, mais celui-là était le premier effort entre les 194 États membres des Nations Unies pour se mettre d'accord sur un texte. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais juste sur cette question de l'inclusion. Dans la première version du texte, il y avait des références assez précises à la question de l'inclusion et de la lutte contre l'électronisme. Dans la deuxième, il y en a eu 5 au total. Dans la deuxième version du texte, il y avait la proposition de création d'un fonds, parce qu'évidemment, tout ça coûte cher. Dans la troisième version, il y a même un montant qui a été accolé à ce fonds. Dans la quatrième, tout a disparu. Donc, pas du tout d'accord au niveau de la communauté internationale pour considérer cela comme une priorité. Un deuxième exemple sont les moyens financiers qui ont été mobilisés pendant la Covid et particulièrement dans la phase de fin et d'après-Covid de relance des économies. Autant dans un certain nombre de pays, dont les pays occidentaux évidemment, une part
considérable des montants qui ont été mobilisés a été consacré vraiment au secteur numérique et notamment à la question de la formation et du renforcement de capacité, autant ça n'a pas du tout été le cas dans les pays du Sud, qui étaient en plus dans des situations très différentes quant au montant en jeu. Donc un peu d'optimisme au début, mais un peu moins là ben, quand même. Hein. non, je veux dire par là que pour moi, aujourd'hui, la question reste celle de faire du numérique une véritable politique publique prioritaire, parce qu'évidemment, vous parliez, Monsieur Barbeau, à juste titre, du fait que l'enjeu éducatif passe par le numérique. Cet enjeu éducatif dans une société de la connaissance globalisée est fondamental. Et les acteurs qui ne seront pas équipés, sur le plan cognitif, pour reprendre l'expression de Kofi, seront des acteurs désavantagés. Et ça, c'est un débat qui aujourd'hui n'a pas encore franchi un certain nombre d'enceintes qui n'est pas suffisamment pris en considération. Et je pense que c'est le cas au niveau national comme au niveau international, multilatéral. Nous nous en rendons compte tous les jours. On voit que les ministres en charge du numérique restent quand même dans une niche, très souvent, et parfois même dans une toute petite niche, qui a très peu de transversalité, et que ces débats n'ont pas encore percolé. Et il y a un décalage entre cette histoire, au sens vraiment du passage du temps, du numérique, qui, c'est vrai, n'est pas très ancienne, mais quand même maintenant commence à avoir quelques décennies au compteur. Il y a un décalage entre cette histoire et la rapidité avec laquelle la problématique est intégrée dans les politiques. Et je crois que tant qu'on n'aura pas continué à faire de l'évangélisme sur ce plan-là, on aura du mal, évidemment, à multiplier les expériences. Les solutions existent. On a parlé de Déclic, on a parlé de l'école 42, on a vu ce que Saïna faisait. Il y a des tas de solutions très intéressantes. Il faut évidemment que les acteurs s'en emparent, qu'on ne laisse pas simplement les choses se faire en pensant que la main invisible du marché va résoudre tous les problèmes. On va peut-être voir ce genre de cas concret en plus de Déclic, ce que vous avez évoqué, du fond évoqué par Kofi. Peut-être la vidéo de Matina, c'est en lien avec Déclic, et puis après l'école 42. La question maintenant, c'est comment on fait pour réduire cet analphabétisme? Qui sont les acteurs clés? Puisque évidemment, on ne peut pas y arriver tout seul à combattre et réduire l'analphabétisme numérique. C'est un travail de coopération et comme on aime dire chez Saïna, on est ensemble. Donc pour réduire cet analphabétisme, plusieurs acteurs clés doivent intervenir de manière coordonnée et coopérer ensemble, en passant par l'engagement des États, les startups, les ONG, les acteurs de l'éducation, et tout ça dans une logique de partenariat public-privé, de PPP. Donc, si je reviens sur l'engagement des États, il est essentiel aujourd'hui pour les États de financer, de créer des infrastructures, de prioriser et de proposer des politiques d'inclusion numérique et d'intégrer les TIC, intégrer le numérique dans l'éducation. Les startups, quant à elles, doivent pouvoir continuer à innover en développant des solutions d'apprentissage accessibles à tous, donc depuis 3 ans jusqu'à 18 ans, en ayant une approche qui est adaptée à chaque âge. Évidemment, Saïna, on travaille fort à ça en offrant des formations numériques adaptées aux jeunes Africains et en connexion avec le marché du travail et les opportunités du numérique. Les ONG jouent également un rôle essentiel en sensibilisant les populations marginalisées, les plus jeunes, et en allant chercher du financement pour ces populations-là. Aujourd'hui, Saïna travaille avec des ONG pour répondre à cette problématique-là. Les acteurs de l'éducation également, les écoles privées, publiques, les lycées, les collégiens, les business schools doivent aujourd'hui intégrer les compétences numériques dans les curriculums scolaires et proposer des programmes de formation continue puisque la technologie évolue tellement vite et du coup les opportunités sont de plus en plus grandes, mais il faut savoir les saisir au vol. Enfin, la logique de partenariat public-privé est également cruciale pour combiner à la fois ressources publiques et privées et pouvoir déployer des initiatives à grande échelle puisque on est ensemble. Aujourd'hui, des exemples concrets existent, donc le Google Digital Skills for Africa, les formations d'IBM, des projets intergouvernementaux comme Smart Africa, mais surtout, je vais parler évidemment du programme Déclic que nous avons déployé pendant 2 ans avec Henri Limonceau, qui a été vraiment qui a eu un grand succès, qui a été renouvelé pendant 4 ans avec
du coup gérés directement par l'OIF. Et évidemment, je voudrais parler de l'initiative SIFA, Skills Initiative for Africa, de l'Union africaine, qui vient de financer une vingtaine de projets et investir des dizaines de millions d'euros pour cibler les compétences numériques et les compétences en lien avec le marché du travail à développer et financer. Et donc ça, elle est là, la logique de partenariat public-privé. Bon, on n'a pas tout entendu, c'était très bien, et je pense que c'était en sens avec ce que vous disiez. Thierry, l'école 42, vous faites des choses en Afrique, hein, c'est tout seul, en partenariat, enfin, ouais, comment Alors, vous embarquez l'écosystème? ouais, voilà. Alors, 42, nous, on gère le campus de Paris. D'accord. On gère l'équipe pédagogique qui construit l'écosystème numérique pour pouvoir le déployer à travers tous les campus dans le monde. Et en fait, chaque campus est formé avec une structure qui est une association ou une fondation et qui va donc être un porteur de projet dans un pays, qui va avoir des partenaires, des sponsors et qui va créer ce bâtiment, ce campus, pour ensuite déployer sur les ordinateurs la pédagogie. Donc, il faut des ordinateurs, des places, un endroit sécurisé, accessible et où il est agréable d'aller. Comme je le disais tout à l'heure, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ensuite, on démarre des cursus de recrutement. Les personnes s'inscrivent et vont suivre le cursus à leur rythme. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir avoir un emploi à côté ou venir le matin, le soir, le midi, le week-end, etc. Et c'est complémentaire à l'équipe, parce que l'équipe, vous touchez peut-être les plus jeunes, alors que l'école 42, vous, c'est à partir de 18 ans. C'est quand C'est à même... partir de 18 ans, mais c'est disponible pour tous. Donc, on a des personnes qui ont un certain âge, qui veulent se remettre sur le marché de l'emploi, qui veulent utiliser 42 comme un véritable apprentissage du code informatique pour aller vraiment dans les secteurs de l'industrie, du tertiaire. Ça va vraiment de l'artisanat. Donc, on a une partie, je dirais, peut-être globale à travers tout cet écosystème de personnes qui se forment, de 80% qui va aller vers de l'emploi. Et donc, les entreprises se ruent un peu sur 42 pour recruter les personnes qui ont suivi cette formation, qui est quand même, au final, quand on aboutit à la fin du cursus, une formation d'excellence. Et on a à peu près le reste qui va être sur l'entrepreneuriat, justement. Donc, qui va, alors, en se regroupant en plus physiquement dans un campus et en travaillant au fur et à mesure, en étant à la fois les élèves et en même temps les professeurs, ben, on rencontre des personnes, on va avoir des complémentarités de compétences qui vont se créer, qui vont répondre, et là, c'est très, très important, à un besoin local dans l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'entrepreneuriat, etc. Donc les personnes vont se regrouper et avoir des idées en travaillant ensemble sur le cursus pour monter des entreprises qui répondent à des besoins locaux. Et c'est vraiment un tremplin vers l'emploi, parce que là, on parle bien sûr d'électronisme, d'analphabétisme numérique. Euh, Pourquoi faire? Parce que il y a beaucoup de problématiques avec tous ces outils, beaucoup de fake news, beaucoup de choses qui vont dans des directions un peu compliquées. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire, bah, qu'est-ce que je fais de tous ces outils? En y passant des heures, bah, je peux travailler dans un secteur, améliorer une industrie, l'agriculture, la logistique, les marchés, le commerce, donc la vente, la finance, l'économie, etc. Et soit monter une entreprise, soit trouver un travail dans le Et secteur. qui sont vos partenaires, notamment en Afrique? C'est le pouvoir Alors, public, c'est des privés, des on répond aux écoles? demandes de ceux qui veulent monter des campus. D'accord. Donc, logiquement, c'est vraiment les partenaires qui vont quelque part recruter aussi au sein de ces campus, qui se disent là, vraiment, on a besoin de former pour répondre aux besoins. Donc, ça va être des partenariats dans l'énergie, des partenariats, bien sûr, dans la banque, avec la révolution digitale qu'a eu l'Afrique au niveau des fintech, donc des technologies financières, avec bien sûr les comptes en banque sur mobile qui se sont incroyablement démocratisés et qui permettent à la population africaine d'avoir une identité bancaire. Et là, ça touche vraiment l'intégralité des citoyens qui vont vendre parfois du bétail et l'avoir sur son compte en banque via Vous travaillez des smartphone. fois avec d'autres universités ou Bien sûr, il y a des personnellement? partenariats avec des universités locales. C'est le cas, par exemple, avec l'université Axian à Madagascar, qui a monté le campus d'Antananarivo. On va avoir des grandes entreprises, des grandes fondations et surtout aussi des États. Des États qui se rendent compte qu'il faut vraiment franchir un gap important dans ce virage du numérique et des compétences locales. Donc, comment former de manière pas anecdotique avec des toutes petites écoles à des endroits, mais vraiment d'essayer d'industrialiser des campus où on va se mettre à accueillir 100, 200, 500 ou 1000 personnes et avoir des cohortes de personnes qui vont accéder à ces formations pour répondre aux besoins
de ce qu'on appelle le e-gov, donc tous les services publics en ligne, indispensables, hein, qui vont de la création d'une carte d'identité, un permis de conduire, un visa, à la déclaration du foncier, et puis ensuite, bien sûr, à la déclaration de la création d'une entreprise, et ce qui va avec l'imposition, qui va avec le fait aussi qu'on va lutter contre l'économie informelle. On a des personnes qui vont participer aussi à la croissance des États en industrialisant le fait de pouvoir payer des impôts et de déclarer ses revenus. Bah, ça permet de construire des routes et de construire des infrastructures et d'avoir un pays développé. Par contre, ça déplaît parce qu'on va payer des impôts aussi. Donc, il y a toujours un côté désagréable dans ce processus. Mais voilà, des clients vont être des États, hein, vraiment qui veulent avancer sur la formation pour répondre aux services publics en ligne. Je voudrais qu'on échange un peu sur les difficultés qu'on rencontre. On va faire dans le sens inverse. On va commencer par toi. Après, on passera à Matina, sa réponse. C'est quoi les difficultés? C'est des questions de financement, ça a été un peu évoqué. C'est des questions, c'est pas la priorité, c'est un peu évoqué au niveau mondial. C'est on n'a pas suffisamment de formateurs. Alors, l'école 42 répond d'ailleurs à cette problématique avec son système. Ouais, justement, c'est ce qui est intéressant. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, les difficultés quand on veut développer alors, sur les l'Afrique? difficultés pour 42 ou les difficultés dans l'écosystème Les deux, mon capitaine. Okay. Peut-être les difficultés de 42 et puis plus globalement, de ce que tu vois, qu'est-ce qu'ils prennent aujourd'hui Concrètement, nous, les difficultés qu'on va avoir, elles sont simples. C'est s'assurer que ces campus qui vont se créer sont bien gérés. Parce qu'on souhaite vraiment préserver la pédagogie et le fait que ça forme bien et que ça reste accessible de tous, donc gratuit, avec beaucoup de femmes, démocratiser l'apprentissage du code, ça c'est quelque chose de très important. Donc ce qu'on veut, c'est filtrer un peu les porteurs de projets qui veulent monter des campus pour s'assurer qu'ils vont vraiment porter ce projet de manière durable. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont avoir les partenaires aussi financiers, mais aussi toutes les infrastructures, c'est-à-dire le bâtiment et l'entretien de ce bâtiment, l'accès à l'énergie, l'accès à la sécurité, l'accès à Internet à haut débit pour que ça fonctionne bien dans les au moins 5-10 prochaines années et pas avoir des campus qui ferment. Donc l'objectif, c'est ça. Donc s'assurer aussi, bien évidemment, du business plan pour faire en sorte que ce projet est bien financé et que les partenaires sont suffisamment solides pour faire en sorte qu'on se projette dans les 5-10 prochaines années. Pour moi, la grosse complexité de cet enjeu de lutte contre l'analphabétisme numérique, c'est vraiment d'avoir un écosystème qui se met à jour. Parce que tout évolue tellement vite. On ne va pas rentrer dans les sujets d'Internet, d'intelligence artificielle, etc. Mais les gens sont désemparés. Ils allument leur ordinateur, leur smartphone, les écosystèmes évoluent tous. On fait de plus en plus de visio. Même WhatsApp se transforme. On passe d'une application à une autre, d'un nouveau système à un autre. Et du coup, rester à jour régulièrement. On pouvait se mettre à jour tous les 5 ans. Là, il faut se mettre à jour tous les 6 mois. Donc, tous ces écosystèmes évoluent en permanence et c'est véritablement être dans cette mouvance d'apprentissage permanent des technologies. Et là, on parlait des partenariats PPP, mais les ONG, les États, les entreprises, les petites, les moyennes et les grandes doivent se mettre systématiquement à jour et lutter contre des enjeux. Et on a une certification dans 42 qui est vraiment très importante autour de ce sujet. C'est aussi lutter contre la cybercriminalité, hein, donc la cybersécurité. Donc on a plein d'enjeux qui viennent s'agglomérer les uns aux autres auxquels il faut répondre pour bien subir ce virage. Et ça, c'est un sacré challenge. Tout à fait. On écoute la réponse de Matina et puis après on va demander à Kofi et Henri de partager et d'évoquer éventuellement d'autres difficultés. Alors oui, évidemment, personne n'a dit que ce serait facile. Il y a des difficultés qu'on rencontre, qu'on a rencontrées et qu'on continuera à rencontrer. Et évidemment, il y a des solutions, mais c'est important de les dire. Donc d'abord, les difficultés pour réduire l'analphabétisme numérique en Afrique sont multiples. D'abord, le financement, la priorisation des sujets, la formation des formateurs, le gap générationnel, les infrastructures limitées, les barrières linguistiques et les inégalités de genre sont tout autant des défis à relever dans cette quête à réduire l'analphabétisme numérique. Donc d'abord, le financement, c'est un obstacle majeur, notamment pour le déploiement des infrastructures et de programmes de formation. Et là, on a besoin de s'appuyer sur des bailleurs, sur des partenaires techniques et financiers, mais également sur les gouvernements. La priorisation est également un défi puisque les gouvernements doivent faire face à de nombreux enjeux et sujets urgents. Et souvent, l'analphabétisme numérique est relégué au second plan, alors que ça peut être une vraie opportunité pour répondre à ces enjeux qui sont transversaux.
Le manque de formateurs qualifiés limite aussi la portée des initiatives et la soutenabilité sur le long terme. Donc, il est vraiment important de former des formateurs. Si vous entendez, pardon, je suis en transit. Enfin, il y a une réticence de la part de certains utilisateurs, surtout les plus âgés, qui craignent ou ne comprennent pas la technologie. Et donc, il y a un gap générationnel. Et donc là, on doit vraiment se donner la main. D'autres obstacles incluent l'infrastructure limitée dans les zones rurales, comment on fait pour faire en sorte que dans les zones rurales, on a accès à de l'Internet, des ordinateurs, des tables, des chaises et une communauté pour continuer à apprendre et travailler en ligne. Les barrières linguistiques, parce que la majorité des contenus sont en français, principalement en anglais et en français sur les plateformes, comment on arrive à adapter de la bonne manière pour pas non plus pénaliser les gens dans leur insertion professionnelle en leur donnant que leur langue locale. Donc à la fois préserver la langue locale et à la fois pouvoir leur enseigner l'anglais, le français, qui sont les portes pour le marché du travail. Enfin, les inégalités de genre, qui va freiner l'accès aux opportunités numériques pour les femmes, puisque souvent au lycée, on ne redirige pas les femmes vers le numérique. Et là, il y a un vrai sujet de pouvoir donner accès aux femmes aux compétences numériques, aux opportunités numériques, pour qu'elles puissent participer à l'économie digitale et ainsi pouvoir participer au développement économique de leur pays et répondre à des problématiques de leur pays en tant que femmes. Bon, c'est aussi très très clair. Henri, en réaction, d'autres. Alors, vous avez déjà évoqué les difficultés avec le parc mondial, avec Oui, pas priorisé, pas de budget. Mais... en complément, mais je réarticule quand même sur cette question. Alors, si on peut utiliser un gros mot, pour moi, la première difficulté, elle est quasiment d'ordre épistémologique, hein, et c'est bien de comprendre l'importance de cette révolution. Alors, comme on a été d'accord sur tout, je me permettrai de ne pas être d'accord sur un point, c'est quand on qualifie la transformation numérique de révolution industrielle, que ce soit la troisième, la quatrième, on est sur quelque chose de bien plus grand par rapport à la transformation de l'ensemble des structures de la société et de l'État, et c'est ça qui n'est pas mesuré aujourd'hui. Et si on prend les choses, on peut le faire hein, de manière pragmatique sous l'angle du financement, ça veut dire qu'il faut mettre l'enjeu au sommet de l'agenda, tout en haut, et aujourd'hui, ça n'est pas perçu comme tel. On peut prendre la comparaison avec le débat sur les questions environnementales, sur le réchauffement climatique. Il a fallu un certain nombre de décennies pour arriver à en faire un vrai enjeu. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, il y a encore ce gros effort pédagogique. Enfin, peut-être pas malheureusement, mais il faut faire ce gros effort pédagogique. Pour deuxième question, je suis là totalement d'accord sur la question des écosystèmes. Et une difficulté dans les écosystèmes, c'est qu'il faut pouvoir les travailler. Alors, ils sont mouvants en plus, hein, c'est vrai que c'est cette réalité-là, mais il faut pouvoir les travailler à la fois de manière, si on ne peut pas dire ça dans la francophonie normalement, mais top-down et bottom-up. Top-down parce que clairement, il faut que cette prise de conscience qui doit venir des politiques permette d'avoir des environnements régulatoires. Alors, le terme est parfois pas totalement approprié dans le cas du numérique, qui n'obéit pas du tout aux mêmes règles en matière de régulation, de normativité que les autres secteurs. Mais il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, quand on parle là de formation de jeunes au métier du numérique, il faut aussi penser à la formation des agents publics, des diplomates qui négocient les textes, de tout ce personnel qui n'a pas toujours les outils en main. Dans un contexte, en effet, extrêmement mouvant, où ce que l'on faisait uniquement sur Internet ne s'applique pas aux plateformes numériques et ne s'applique plus déjà dans le cas de l'IA. Et évidemment, ça va continuer de la même manière par rapport au quantique. Donc, c'est une question très complexe, mais qui est un enjeu fondamental. Et bottom-up, disais-je, parce qu'il y a des jeunes qui se forment, qui créent des entreprises, qui arrivent avec des solutions. Et la question du paiement électronique, par exemple, est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire et de ce qui a été fait en Afrique. Beaucoup de solutions de paiement électronique sont totalement endogènes. Elles ont été développées sur place. Donc oui, on peut être
comme je le disais tout à l'heure, de l'autre côté du Manche, mais il y a cette question-là. Enfin, troisième niveau, troisième point sur lequel j'insisterai, c'est vraiment le fait d'avoir des solutions adaptées. Martina en a dit un mot en parlant aussi des questions de genre. Euh, Dans le cas, je pense, hein, de l'école 42, vous identifiez un écosystème favorable, vous êtes sélectif par rapport aux personnes aux acteurs qui vont pouvoir accueillir, mais quelque part, il y a déjà cet embryon d'écosystème. Il faut pouvoir féconder des lieux où on est beaucoup moins loin dans le développement de l'écosystème et on sait que ces réalités sont très, très diverses. Et là, il y a des obstacles précis, concrets à imaginer. J'ai en tête, par exemple, un cycle de formation que l'on a organisé dans la ville de Dosso au Niger, qui est à, je ne sais pas, 1 heure de route, 1 heure et demie de Niamey, et où l'enjeu a constitué à trouver des solutions de garde pour les enfants pour être sûr que des dames puissent venir, à avoir des solutions de transport pour permettre à des gens qui sont parfois à plusieurs heures de distance d'être là. Donc toutes ces questions, elles doivent être opérées. Ça, évidemment, ce sont des modèles aussi qui nécessitent de l'investissement public. Donc, on est sur des niveaux d'enjeux qui sont très différents, du global au micro, et qui se gèrent en permanence dans un environnement mouvant, mais c'est tout ça qu'il faut pouvoir adresser. On voit que le travail est colossal. Kofi, de ce tour de table autour des difficultés, vous en partagez certaines, vous en voyez d'autres? Quelles sont pour vous les vraies difficultés à Mais, ce jour? mais, merci, merci. Je voudrais, disons, dire que dans le fond, le, le mode, disons, de construction des compétences, et à ce niveau, je voudrais amplifier le message de Monsieur Barbeau qui disait, que, dans le fond, il a parlé de l'évolution technologique. C'est là où je disais, donc, je pense que le mode de construction des compétences repose sur deux évolutions qui sont asymétriques, qui sont pas linéaires dans le fond, dans un premier temps. L'évolution de la technologie et la progression de l'apprentissage. L'évolution technologique qui comporte des paliers, des sauts qualitatifs, mais la progression de l'apprentissage, lui, c'est un processus totalement itératif, fait d'une succession de rattrapage et de décollage, crochage continuel. C'est de l'apprentissage qui n'est pas définitif. Alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est quoi? C'est que dans notre région, pour ce que nous constatons, la plupart de ceux qui utilisent la technologie l'utilisent de façon la plus élémentaire possible. Je veux dire, télécharger de la vidéo, de la musique, lire du contenu sur Facebook, sans pouvoir faire le pas vers des usages plus interactifs ou plus utiles à leur intégration socio-économique. C'est justement là où il faut contextualiser et dire le vrai obstacle qui se présentera ou qui se présente en général, c'est beaucoup plus en général chez les jeunes parce que plutôt je parlais de deux facteurs importants d'exclusion, je veux dire, le faible niveau de revenu et le faible niveau d'instruction. Niveau d'instruction dans le sens où se contentant seulement des usages élémentaires, faire du jeu, du divertissement pour les jeunes qui ne requièrent souvent que des compétences élémentaires, alors que de l'autre côté, le vrai univers, c'est celui du monde du travail. Le vrai univers, c'est celui de l'employabilité. Le vrai univers, c'est celui de comment bâtir l'écosystème, rendre l'écosystème beaucoup plus mature pour qu'il réponde aux enjeux de développement socio-économique. Donc, si le plus important, comme je l'ai décrit, j'ai décrit deux univers, celui élémentaire et l'autre qui demande de faire un saut qualitatif. Et ces deux univers, la couche la couche jeune et qui devrait adopter ces technologies devrait pouvoir faire le saut d'un univers vers un autre. C'est là le grand défi quand je parlais plutôt du faible niveau de revenus parce que les populations les plus défavorisées éprouvent souvent de très grandes difficultés à établir les passerelles entre ces deux univers. C'est alors ce qui les amène à être cantonnés vers des usages limités, quoique souvent
très intensif des technologies à utiliser, les services basiques en ligne, faute, bien sûr, de maîtrise de compétences de base en matière de lecture, de la littératie euh, numérique. Donc, voilà, l'objectif fondamental, ce n'est pas de dire, tiens, le premier élément fondamental, c'est la recherche de financement, mais le premier élément, c'est comment nous construisons un modèle intégré, un progrès, un projet qui intègre l'acquisition des compétences dans le modèle de la lutte contre l'électrisme dont nous parlons. Je vous remercie. Non, merci, mais c'est très intéressant. Ça met aussi en perspective sur voilà, ce qui est important. Et c'est vrai pour les jeunes, c'est peut-être aussi les métiers de demain et les usages de demain. Moi, j'avais une dernière question pour vous quatre plus une, puis trois plus une, pardon. Et après, on passe à des quelques questions de l'assistance et quelques-unes s'il y en a à nos amis en distance. On se retrouve dans 5 ans? Rendez-vous dans 5 ans, 2030? Qu'est-ce qu'on se raconte? C'est la cata, rien n'a marché. La situation est encore pire, puisqu'en plus, il y a eu le boom démographique. Au contraire, franchement, il y a eu des belles choses qui se sont construites, de beaux écosystèmes. L'OIF, la BOAD et l'école 42 ont fait plein de projets et ça marche. Voire encore mieux, même l'alphabétisme tout court a été réduit. Voilà. Vous êtes quoi pendant les 5 ans? Optimiste, pessimiste? Qui veut se lancer en premier? Monsieur Poulet. Allez, Thierry. Moi, je suis de toute façon optimiste. Je pense que on se plaint tout le temps de tout ce qui se passe, etc. Mais au contraire, on vit ce gros changement d'usage. Et du coup, ça fait émerger aussi beaucoup de savoir, beaucoup de talents. C'est très réactif. C'est vraiment une ébullition permanente. Et contrairement à beaucoup de grands projets industriels et d'infrastructures, les pays émergents, ils jouent une carte incroyable avec une faculté de comprendre comment adapter ces technologies à leur écosystème local. On en a parlé tout à l'heure avec le mobile money, qui est vraiment né dans les pays émergents. Et si je me souviens bien, c'est d'abord les pays asiatiques et ensuite vers l'Afrique et ainsi de suite. Donc je pense qu'il va y avoir des nouveaux usages qui vont émerger, des nouvelles applications. D'ailleurs, ça n'arrête pas. On voit tout le temps des nouvelles applications, des nouveaux systèmes. Voilà, on voit maintenant la concurrence avec les outils d'intelligence artificielle, etc. Donc, ça donne la main à aussi plein de citoyens qui peuvent trouver des idées très connectées à leurs besoins réels autour de comment mieux cultiver l'élevage, encore une fois, trouver des solutions dans l'énergie. On a vu avec tous les programmes d'énergie renouvelable comment on peut utiliser, se connecter, mettre des kits solaires, les amplifier, etc., changer d'échelle. Donc je pense que, voilà. Par contre, je rejoins dans beaucoup de choses qui ont été évoquées, le fait qu'il faut vraiment et le faire aussi chez nous, c'est permettre aux jeunes d'apprendre ce que c'est que le numérique, ce que sont que les outils numériques et aussi les supports, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, très rapidement de voir ce qu'on peut faire dessus, parce qu'on a des outils très simples qui sont des dictionnaires, on a la calculatrice, on a l'agenda, on a des outils incroyables dans les smartphones. Donc je pense qu'il faut prendre les jeux, et là aussi on a des systèmes avec 42, par exemple on a un programme qui s'appelle IOTA, qui va dans des écoles et qui permet aux jeunes de vraiment comprendre comment appréhender ces outils et pour se projeter ensuite vers d'autres usages et ensuite bien plus tard vers des emplois. Et que c'est pas que de la vidéo ou de poster des photos. Bien évidemment, c'est des ouvertures sur énormément de choses. Tout à fait. Kofi, à distance, vous, optimiste, pessimiste, dans 5 ans? Donc, je crois que il y a de l'espoir. Ah, parce que, comme le disait M. Barbeau tout à l'heure, il a parlé du paiement mobile. Je prends le cas de M-Pesa, qui a fait ses preuves dans un environnement où les populations étaient très peu bancarisées. Mm. L'idée à la base, c'était de répondre à un problème particulier, comment permettre à la population exclue disons, de l'économie du savoir d'avoir accès aux ressources, c'est-à-dire reverser, comme il a parlé tout à l'heure disons, des mécanismes disons, de paiement des impôts à travers des plateformes numériques. Idéalement, c'est comment réfléchir à ramener le secteur informel dans l'environnement formel afin qu'il contribue activement à,
à l'économie. Donc, je crois que quand on prend les exemples de M-Pesa et les réflexions qui tendent à apporter une réponse à nos réalités socio-économiques, oui, il y a de l'espoir, mais la réelle question, c'est comment nous adoptons ces technologies, comment nous faisons le saut d'un univers, comme je l'ai décrit plus tôt, vers un autre, comment nous nous alignons ou nous essayons de faire l'articulation entre l'évolution technologique et la progression de l'apprentissage. Il faudrait que les deux se croisent pour qu'on puisse définir un modèle où les écosystèmes vont devenir plus matures, où nos populations seront davantage plus sensibilisées et où nous apporterons des solutions grâce aux, aux évolutions technologiques. Merci. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Kofi. Alors, Optimiste, pessimiste, je suis optimiste sous l'angle bottom-up, c'est-à-dire quant au fait qu'en effet des technologies, des solutions technologiques continuent à se développer et surtout que beaucoup de personnes arrivent elles-mêmes à maturité par rapport à l'utilisation et à un degré de créativité. Il y a aujourd'hui un grand nombre de foyers qui sont actifs et qui donc vont permettre cette propagation. Sur le côté top-down, disons politique pour faire simple, je ne pense pas que dans 5 ans, il y aura des progrès majeurs. Je les espère, franchement, mais évidemment, la période, enfin, la temporalité est très différente. Là, nous sommes un peu dans la phase opposée, je pense, parce que ce qui est en jeu aussi, c'est quand même de mesurer quelle est la prise de conscience, pas seulement au sein et vis-à-vis de l'Afrique, mais aussi au sein et vis-à-vis de l'Europe. Dans le cas concret dont on parle, je renverrai à une interview très récente, il y a quelques jours dans Le Monde, de Rassam Salamé, alors qui parlait pas du tout de numérique, qui parlait d'Afrique et d'Europe, et qui parlait d'immigration notamment, et qui disait ben, la seule solution pour l'Europe comme pour l'Afrique, c'est de se rendre compte de l'importance d'un grand pacte, parce que ces deux continents sont irrémédiablement liés dans leur avenir, mais aujourd'hui, ils ont tendance à s'écarter. Et il faut une compréhension de où chacun en est et ce qu'il devrait pouvoir faire avec l'autre, y compris sur ce plan-là. Et je crois que justement, les complémentarités, les choses qui peuvent être faites ensemble sont gigantesques. Donc, il y a de réelles opportunités, mais encore un peu de travail de persuasion. Il y a juste 1,2 milliard de jeunes à former dans les 20 ans qui viennent. Voilà. C'est un détail. Voilà. Mais... On va écouter la réponse de Matina et après on passera aux questions. Alors, comment je vois les changements dans les 5 prochaines années? Quels sont les scénarios? Moi, j'aime bien regarder cette thématique dont on parle ce soir par la perspective de la croissance démographique et ses défis. Aujourd'hui, la croissance démographique en Afrique pourrait aggraver le problème de l'analphabétisme numérique si les infrastructures et les programmes de formation ne suivent pas. Avec des millions de jeunes entrant sur le marché du travail chaque année, cette année en Afrique, c'est 111 millions de personnes au chômage inactif selon l'Union africaine. Les besoins en éducation et en compétences numériques explosent. Sans une intervention rapide et massive, l'écart pourrait se creuser encore davantage. Mais ce serait également, et pour moi le plus important et le plus triste, rater une opportunité numérique pour plusieurs pays. Selon BCG, 650 millions d'emplois vont nécessiter des compétences numériques d'ici 2030. Donc pour moi, 2 scénarios se dessinent. D'abord, si la croissance démographique dépasse les investissements en éducation et en infrastructure, alors l'analphabétisme numérique risque d'augmenter et devenir la crise économique et sociale majeure que les États africains n'ont pas envie d'affronter à cause notamment de l'explosion du chômage et de cette jeunesse africaine. Aussi, deuxième scénario, cependant, le numérique peut aussi devenir un véritable levier avec des solutions comme l'e-learning, des applications accessibles qui permettraient de réduire l'analphabétisme numérique et pouvoir mobiliser toutes les startups qui travaillent dans ces thématiques-là. Dans un scénario idéal, on pourrait donc observer un double impact, à la fois une réduction simultanée de l'analphabétisme
classique et de l'analphabétisme numérique grâce à des programmes intégrés de formation. Mais surtout, ça nous permettrait de pouvoir développer des revenus pour la jeunesse africaine et ainsi le numérique pourrait être un vrai levier économique. Voilà. Ouais, c'est super. Merci Mathina à distance. On se reverra peut-être dans le replay. Est-ce qu'il y a des questions à distance, Virgile, déjà? Voilà. Normalement, il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai une. Ah, magnifique. Usine Le Marc qui demande comment envisager des programmes d'alphabétisation à grande échelle nationale au minimum, plutôt qu'une multiplication de petites initiatives parfois peu durables. Bonne question. Le passage à l'échelle. Ah, bah, voilà. Une solution que nous pourrions évoquer en commun et qu'a d'ailleurs mentionné Kofi Diossou, donc une solution sur laquelle nous avons, et nous, je pense, mes successeurs continuent à travailler au sein de l'EIF, qui est la création de fonds régionaux qui permettent une souplesse quant aux solutions pratiques. Ça peut aussi bien être des programmes du type Déclic, ça peut être la création d'École 42, ça peut être d'autres types d'initiatives, mais d'avoir de la part des banques régionales d'investissement, de développement, pardon, des fonds qui sont aussi centrés sur ces questions. Alors, je peux peut-être, en essayant de ne pas mettre Kofi dans l'embarras, dire un mot de ce que nous avons initié ensemble, enfin ce que la secrétaire générale de la francophonie et le président de la BOAD ont voulu faire en passant un accord autour de cela, c'était partir du constat qu'aujourd'hui, une banque régionale d'investissement travaille essentiellement, pour ne pas dire quasi uniquement, sur l'infrastructure. Donc, elle peut financer des ponts, elle peut financer des constructions d'usines, elle peut financer une série de choses, mais comment intégrer aussi cette problématique de l'immatériel, quelque part, dans la carte. Et arriver à pouvoir le faire à l'échelle des institutions nationales, régionales, internationales serait un signal extrêmement important, y compris par rapport aux acteurs privés. On en est loin. Il y a un grand pays de la francophonie qui n'est pas la France, qui a, il y a quelques mois, enfin non, maintenant il y a un peu plus, annoncé sa stratégie en matière de coopération internationale, donc d'aide au développement pour l'année 2024, dans laquelle il n'y a pas un mot sur le numérique. Il n'y a rien, il n'y a pas la moindre action. Donc, il y a encore, je reviens sur la question de l'état d'esprit, on vient d'expliquer que pour ce qui concerne la BOAD, mais ça vaut pour toutes les banques régionales d'investissement en Afrique, il y a 2 ou 3 ans, on n'en était nulle part, ça commence à bouger, ça commence à évoluer. Pour les actions qui sont déployées au niveau de la Banque mondiale et du FMI sont elles aussi encore très incoatives. Donc il y a une marge de progression qui est énorme. On peut essayer de le faire. Et ayant ça, on est sur, parce que ce que pose comme question Madame, c'est celle du passage à l'échelle. Donc pour passer à l'échelle, il faut qu'il y ait ces financements structurels importants, mais appliqués ici à une problématique qui a très bien été expliquée et par Kofi et par Monsieur Barbeau, qui est celle de la pédagogie, d'un cheminement, d'une itération, et donc qui devra continuer à être prise en charge par des acteurs de chair et d'eau et d'esprit, comme Matina, par exemple. Kofi, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez réagir à cette question. C'est comme vous voulez. Sinon, Non, peut-être je pense que Monsieur Monceau a dit l'essentiel. J'ai rien à ajouter. Est-ce que dans la salle, pas d'autres questions à distance? Thierry? Je pense qu'il faut aussi mettre le numérique à l'école, au collège, au Ah oui, lycée, à l'université et dans les filières. Enfin, je veux dire, ça doit limite être une matière, cet apprentissage pour... Ça doit transcender les matières.
D'autres questions? Connaissance. Alors, j'ai vu une main arrière et il va y avoir une main au fond. Madame, et après Sandrine. D'accord. Ah bah, même deux, vous votez pas, il y a de la place. Bon. Patricia Moret, je suis à la tête d'une association qui construit des écoles maternelles en Brousse au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Parler d'éducation. Alors, effectivement, il faut attendre les politiques publiques, mais pas trop les attendre. Ce que je puis vous dire, c'est que nous avons plus d'une dizaine d'écoles, on en a une quinzaine, et une seule de nos écoles est équipée d'ordinateurs dans une maternelle. On n'a pas tellement de problèmes d'accès à l'énergie. Il y a le solaire, on l'utilise maintenant, il y a des kits tout à fait appropriés. On a une population donc de 3 à 7 ans. On a aussi les instituteurs, les directeurs, qui sont, comment dirais-je, qui sont très ouverts à cette technologie. On a vu dans la seule école que nous avons, comme je vous dis, qui est équipée d'ordinateurs, les ordinateurs sont bien rangés, je veux dire, le matériel est tout à fait en sécurité. Ça fait 4 ans qu'ils sont équipés, mais c'est vrai que si on se tourne vers le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, c'est pas leur priorité, on peut le comprendre. Pour nous, cette année, on a décidé justement de faire un pas dans ce domaine. C'est vrai qu'on a du mal à trouver des interlocuteurs parce que les maternelles, déjà, c'est très peu rentré dans les pipes des grandes organisations, enfin, etc. Ça commence. On a l'habitude de prendre les problèmes en amont et je pense que là, vous avez, comment dirais-je, un cadre qui est là. Alors, on parlait d'école, évidemment, maternelle, école primaire. On est aussi très proche des écoles primaires qui sont à côté de nos écoles maternelles, puisqu'elles reçoivent les enfants après. Donc, 1200 enfants, 1400 enfants maintenant par an qui sont pris en charge. Et c'est vrai que en termes de relations avec les ministères, alors que les instituteurs sont en fait payés par le ministère, donc on a un contrat avec le ministère de l'Éducation sénégalaise et ivoirien. Bon, on n'a pas beaucoup de réactivité, donc effectivement, il faut qu'on se tourne vers le privé. Et là, en fait, on est en demande. Qui va-t-on trouver? Qui va nous aider à équiper ces écoles d'ordinateurs? Les contenus, évidemment, ça, on est devant. Enfin, on commence à résoudre, on a commencé à résoudre le problème des contenus en éditant nous-mêmes, par exemple, des petits livres pour ces enfants, avec une iconographie locale, en ce qui concerne bon, la nutrition, l'environnement, etc. Mais je pense qu'effectivement, vous avez raison sur les politiques publiques, mais il faut quand même avancer et que je pense que vous avez des cadres. Alors, je pense évidemment au cadre scolaire, à différentes étapes, qui sont présents. Je ne connais effectivement très bien que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais je puis vous dire que là, vous avez des personnels qui sont tout à fait ouverts, tout à fait aptes à recevoir et le matériel et les contenus. Donc, je pense qu'il faudrait aussi avancer de ce côté-là. Bon, nous, c'est évidemment 15 écoles, c'est pas beaucoup. En milieu rural, je précise. Hein. Mais je pense que c'est un des biais, comme vous dites, c'est une des entrées, et l'éducation, je veux dire, voilà, c'est vital. Et puis, je Donc, pense qu'il faut. c'est un témoignage. Votre témoignage peut me C'est un état des lieux plus qu'une question. Mais votre témoignage me fait penser à un vécu personnel, c'est là qu'il faut voir aussi qu'il faut être modeste et se dire il faut donner les bonnes informations aux jeunes. J'étais à Saint-Louis du Sénégal et on m'avait demandé d'intervenir pendant 1 heure dans une classe, plutôt juste avant le bac. Donc des jeunes de 17, 18 ans. Ah, ça serait bien qu'il y ait 1 heure d'explication de votre vision, le numérique. C'était les profs. Avec plaisir, donc je fais ça. Certainement une brillante intervention sur les écosystèmes, et choses comme ça. Et à la fin, y a-t-il des questions? Et la question qu'on m'a posée, c'était, monsieur, comment est-ce qu'on envoie une photo en pièce jointe par un email? Alors, j'avoue, celle-là, je ne m'y attendais pas. Mais il y avait un PC au fond de la salle, un seul, hein, une salle de 35, il y avait un PC, ben, j'y suis allé, sur mon compte personnel Banadou, et j'ai montré qu'il fallait appuyer sur la petite machine, et voilà comment on fait pour envoyer une photo. Et donc, je me suis dit, bah oui, Il faut des choses très et ben voilà, exactement. extrêmement, Et alors extrêmement exactement. précises pour Exactement. un usage commun. Exactement, tout à fait. Et il y a peut-être une autre question au fond, non? C'était vous? Oui?
Bonjour. Bonjour, merci beaucoup du coup pour votre intervention. Je m'appelle Céline Arnaud, je reviens tout fraîchement de l'Ouest Sénégal. Moi, j'avais une petite question, du coup, c'est en termes de chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres actuels sur du coup l'analphabétisation en Afrique? Est-ce que vous avez vu des disparités entre les zones, que ce soit Afrique de l'Est, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, peu importe? Et ça revient un peu à la question à laquelle vous avez répondu, savoir si pour vous, voilà, il faut vous concentrer sur certaines zones ou alors un plan au niveau national. On voit qu'Henri regarde, il y a des chiffres. J'ai des chiffres, il faut que j'ai des lunettes aussi pour voir les chiffres. Bah. Mais enfin, je vais d'abord peut-être, pour illustrer, parce que les chiffres ne disent pas toujours grand-chose, mais si on parle du taux de pénétration d'Internet, alors ça, je pense que ce sont les chiffres 2022, hein, depuis, on a 2023, donc on est, pour ce qui concerne l'Afrique, en Afrique du Nord, on est à peu près à 50% de taux de connectivité. Afrique de l'Ouest, Golfe de Guinée, autour de 41%. Afrique du Sud, 51%. Afrique de l'Est, on dépasse maintenant les 30%, là c'est 32%. L'Afrique centrale reste évidemment le problème, hein, 12% et 12%. De manière générale, la différence entre pays enclavés et pays ayant accès à la mer, c'est très différent. Et entre espaces urbains et ruraux, là, il y a aussi de grandes différences. Mais c'est vraiment ça, je dirais, la question. À nouveau, ça ne doit pas nous bloquer parce qu'il y a plein de solutions qui existent et il y a des gens qui font de la formation au numérique sans la moindre connectivité, hein. Il y a quand même de vraies possibilités. Ce qui est important dans l'esprit de ce qui vient d'être dit juste avant, c'est d'avoir cette démarche concrète et de sensibiliser, d'amener à une autre réalité. Je parlais tout à l'heure de révolution plus importante qu'une simple révolution industrielle, c'est probablement de l'ordre de celle de l'écriture. C'est quand même un rapport qui est très différent à l'information, mais donc aussi à l'ensemble de l'environnement. Et ça, il ne faut pas attendre pour le faire. Pour au fur et à mesure, parce que ça va quand même assez vite, hein, c'est les progrès en matière de connectivité. Il y a 3 ans encore, il y avait un seul câble autour du continent. Aujourd'hui, il y en a 3, 4 peut-être qui sont opérationnels. Il y en aura une dizaine d'ici la fin de la décennie. Et surtout, maintenant, il y a les satellites qui sont déployés en masse. Il y a 1,8 million satellites qui sont en attente d'homologation au sein de l'Union internationale des télécommunications pour 2025. Rien que pour l'année 2025, il y a une demande d'immatriculation pour 1,8 million satellites, la grande majorité d'entre eux étant les Starlink d'Elon Musk. J'avoue que moi, je n'ai pas le chiffre d'analphabétique, c'était la question, mais très clairement, je crois que la moyenne sur le continent, c'est l'accès à Internet au débit, donc qui permet de faire des choses, c'est 43% en moyenne. Donc ça veut dire que, parce que voilà, déjà les 60% des Africains n'ont pas l'accès. Donc déjà c'est le minimum 60% d'analphabétisme. Malheureusement, je crains qu'il soit pire. Ouais. Non, mais il faut l'accès à. Si vous avez l'accès à Internet, c'est une chose. Ensuite, il faut être capable de le payer. Parce que l'accès à Internet, il est hors de prix en Afrique. Il peut être jusqu'à 40 fois supérieur d'un pays à l'autre, ce qui est complètement dingue. Ensuite, le smartphone, parce qu'on n'est plus sur des smartphones, des téléphones à boutons. Hein. Donc, le smartphone, il est hors de prix aussi, hein, même s'il y a des modèles chinois maintenant qui ont inondé le marché à 50 ou 100 dollars. Et ensuite, il faut consommer le crédit, parce on n'a pas de compte en banque. Donc, il faut gratter sur des petits papiers ou se faire envoyer par code USSD l'accès au crédit. Et la plupart des gens qui ont eu aucune formation, ils ouvrent leur téléphone, ils vont sur tout et n'importe quoi, regarder des bêtises sur Facebook ou autre chose à longueur de journée. Donc, je suis pas certain qu'on relève le défi de l'analphabétisme comme ça, voire au contraire avoir des réseaux épouvantables qui se créent avec des trucs complètement abrutissant. On ne va pas se mentir. Donc, je pense que le sujet, c'est aussi de trouver vraiment
l'intérêt qu'il y a dans l'outil, la formation adéquate. Et ça, moi, je l'ai vu aussi dans une trentaine de pays en y passant un petit peu ma vie, où on faisait même des cyberpirogues solaires à Ganvier, par exemple, au Bénin, et on allait montrer aux enfants, voilà, trouve ton ordinateur, mais qu'est-ce que tu vas faire dessus? On leur disait, mais ton papa, il fait quoi? Mon papa, il pêche. Donc, il pêche quoi? Le tilapia. Donc, bah, le tilapia, voilà ce qu'il mange, voilà comment tu peux t'en occuper, etc. C'est aller dedans et trouver l'intérêt à l'intérieur de tout ça pour permettre à relever le défi. Et les chiffres, après, bah, si on passe de la Centrafrique, où il va y avoir 3 millions d'habitants et un réseau extrêmement défaillant, une situation sécuritaire mauvaise, et qu'on compare au Nigeria avec 230 millions d'habitants et des villes de 28 millions d'habitants comme Lagos, etc., et avec un réseau Internet qui est plutôt correct, on va avoir des environnements incroyablement différents, quoi. Donc le défi global. Mais après, pour donner un peu de positivisme par rapport aussi au top-down, aujourd'hui, la Banque mondiale, par exemple, finance des programmes autour de la connectivité, et c'est pas uniquement l'accès à des réseaux. Mathilde était à Madagascar. À Madagascar, il y a le programme DECIM sur la connectivité. Une partie, c'est ton sujet d'ailleurs, la faisabilité, je pas le mot en français, l'accessibilité aux terminaux, parce que tout le monde ne peut pas avoir un iPhone à 1500 euros dans un pays où les gens gagnent trois fois Ni moins. même à 100. Même à 100. Et deuxièmement, tout ce qui est aussi la formation et la lutte contre l'électronisme. Donc, Bah, ça, c'est la Banque mondiale qui finance ça. Donc, on n'est plus dans, c'est juste les câbles sous-marins qu'on finance. À l'échelle Ils de vont un pays, cran au-delà. quand vous avez un SMIC à 20 ou 50 dollars et que vous avez un téléphone à 100 dollars, il faut s'imaginer C'est pas possible. quel âge qu'il peut y avoir. Je crois qu'il y avait une. Alors, non, Sandrine, et puis après monsieur, et puis après on clôturera, parce on a bien débordé, mais ce qui prouve que le sujet est passionnant. En fait, ce n'était pas une question, Ah bah non, mais c'était pour rappeler qu'on avait reçu Digital Skill Foundation, une commission précédente, et que le Rwanda est un pays qui investit beaucoup sur l'accès et la culture numérique dans les écoles. Ils avaient eu un programme qui s'appelait Smart Classroom avec Microsoft, et ensuite ils sont aussi partis sur ce programme avec la Digital Skill Foundation pour former les formateurs et aussi former les élèves par un système de tutorat. C'est un peu comme notre système PICS aussi en France, où on mesure l'accès, enfin, l'utilisation du numérique des enfants tout au long de leur scolarité. C'est un véritable programme, une très très belle structure qui est d'ailleurs pas que au Rwanda, qui est panafricaine dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup de pays anglophones. Et c'est typiquement dans les politiques publiques et les PPP que l'on évoquait, le type de structure à soutenir massivement pour ce fameux passage à l'échelle et toucher de plus en plus des populations. Et voilà, très bel exemple. Allez, je propose une dernière question. Bonsoir, Bruno Capo, je suis consultant en BioInPoint. Bien. Alors, j'ai deux questions, effectivement, maintenant vous avez touché effectivement ma deuxième question. La première, c'est que, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au lieu d'attendre des gouvernements de mettre en place des programmes pour les populations en termes de la réduction de la natalité numérique, chose qui peut tarder, parce que, évidemment, dans les pays africains aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Ben, il y a la famine, il y a le problème de sécurité. Du coup, pour le gouvernement, vraiment mettre en place des programmes contre l'analphabétisme numérique en plus, voilà, ça ne ressort pas vraiment de leur priorité. Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être attaquer le problème du côté des bailleurs pour les projets d'aide au développement, de financement de construction d'infrastructures, etc., mettre ce côté composante numérique obligatoirement, presque, dans ces programmes d'aide à ces pays-là? De la même manière qu'on le fait aujourd'hui pour les problématiques de genre, le climat, le changement climatique, etc. Peut-être que ça va aussi aider à presque forcer le gouvernement en Afrique en fait, à se réveiller sur le sujet de l'analphabétisme numérique et tous les enjeux derrière. Je pense que tous les intervenants autour de la table seraient d'accord. C'est un des outils. Le financement, là, on a beaucoup parlé de financement. Il y a énormément de financement. Il y a même un problème de décaissement colossaux de la Banque mondiale, des USAID, des États. Donc, en fait, il faut des politiques publiques et bottom-up et top-down pour essayer de travailler au mieux ensemble. Mais bon, les banques et les bailleurs de fonds type AFD ou GIZ, Union européenne, etc., coopération allemande, ils soutiennent ces programmes. Ce qu'il faut, c'est un alignement des planètes avec un agenda en commun, des critères en commun, et c'est là où ça commence à être plus compliqué, plus difficile, pour faire en sorte que, entre les politiques publiques, la sécurité, la géopolitique, il ne faut pas l'oublier, faire en sorte que tout ça puisse fonctionner. Et je suis d'accord qu'il y a aussi du temps de décaissement, et ça ne va pas aussi vite que ça pourrait aller.
Mais c'est compliqué. Et elle devait une deuxième question. Non, parce que je voulais juste dire qu'on pouvait aussi greffer du numérique à d'autres programmes de subvention. Donc, par exemple, on a été partie prenante dans un programme de formation professionnelle en Côte d'Ivoire et on a dit il faut un volet numérique. Et c'est nous qui l'avons demandé. Et on l'a fait mettre en œuvre par Saint-Plon. Et on avait un volet accès à l'entrepreneuriat et on avait en plus des connaissances des métiers qui étaient l'électricité et l'hôtellerie-restauration. Parce qu'on avait dit pour l'insertion professionnelle, il faut ce volet numérique, alors que pour la restauration, c'est pas évident. Oui, mais c'est pas si simple. C'est génial. Mais après, les bailleurs de fonds, si c'est de l'argent public, il faut rendre des comptes. Ah non, Et quand vous faites de la formation numérique, il faut rendre des comptes sur l'aboutissement de ça. Donc, il faut vraiment être capable de le suivre. Et là, ça se complique. Vous allez mettre en place l'électrification d'un village, c'est assez facile à évaluer. Le niveau d'acquisition des compétences dans le numérique pour des personnes qui ont été formées, c'est un peu plus délicat. Donc, tout le monde a des bonnes intentions, mais le mettre en place, c'est plus difficile. Il y avait une autre question. Allez, dernière pour la route. La dernière, c'est un peu ce que vous avez abordé, madame, plus tôt, par rapport au programme typiquement d'ambassadeur numérique qui a été déployé dans les pays comme le Rwanda, inspiré de ce qui s'est passé au Singapour également. L'idée, c'est qu'aller au-delà des programmes académiques, voilà, pour former les gens sur le numérique, etc., mais de passer par des leaders d'opinion, un groupe de jeunes qui pourra aller diffuser cette culture numérique auprès des populations. À mon avis, ça sera beaucoup plus efficace. C'est une des briques. C'est une bonne brique. Ça c'est une brique, je reste accroché à la logique bottom-up, top-down. C'est une brique bottom-up. L'exemple de Smart Africa qui a été développé est un bon exemple top-down, puisque cette structure, qui est basée à Kigali, mais qui en effet aujourd'hui comprend je crois, plus de 30 pays, dont le directeur est un Ivoirien. Cette structure, en fait, a un conseil d'administration qui s'opère uniquement au niveau des chefs d'État, qui ne peuvent pas envoyer de représentants. Donc, s'ils ne sont pas là, l'État n'est pas représenté au moment où la discussion se tient. C'était une idée de Paul Kagame. Et évidemment, ça contribue directement à la prise de conscience. C'est très important, c'est vraiment très important de le faire comme tel. Et piloté par la CINA et en plus à large échelle, effectivement. Donc ça, c'est très bien. Tout à fait. La CINA fait un boulot formidable là-dessus. Un autre exemple, c'est celui du Bénin, où il y a une politique très intégrée aussi, mais avec notamment au centre un incubateur, Sénécity, dont la directrice est la conseillère du président. Elle relève directement du président. Donc il y a cette volonté dans un certain nombre de pays de gérer l'enjeu au plus haut niveau. Ça, c'est très important. On a un peu débordé, mais ça prouve que pardon. Partager une expérience en Madagascar. Ouais. Donc, nous, on est vraiment... le président y croit, et ici à Tel, etc. Quand je disais un problème de décaissement, on a un budget très important, je ne me rappelle plus du montant, donc de la Banque mondiale, une lutte de crédit encore sur 5 ans, il reste encore 2 ans. Et bien, on est arrivé à 30% de décaissement parce qu'il n'y avait pas assez de projets en face. Il n'y a pas d'opérateur. Pas forcément d'opérateurs, de projets. Voilà. Donc, l'argent, ça se trouve. Mais il faut qu'on fasse, voilà, il faut que ça bouge. Voilà. Nous avons un ministre de la digitalisation, nous sommes en train de digitaliser tout au niveau administration et tout. Donc, non, ça va très, très bien. Mais l'agence, voilà, on va perdre. Non. On n'aurait pas pu utiliser les 55% car c'était lamentable. Vous voyez, c'est ça le problème. En tout cas, on voit que le sujet est passionnant. La preuve, on a un petit peu débordé, mais on aura pu faire encore plus long. En tout cas, je voudrais remercier nos intervenants. Donc, Kofi à distance. Merci beaucoup, Kofi. Et vraiment désolé à cause du vol que vous n'ayez pas pu être avec nous. En tout cas, merci. Je pense que vous êtes encore là. Et merci à vous d'avoir organisé. Merci, Kofi. Merci. Matina qui est à distance et qui a pu être avec nous. Et puis, nos deux intervenants qui nous ont fait l'amitié de venir. Thierry et Henri. Avec plaisir. Merci beaucoup.